autorités sont dépassées. Et moi, je leur demande, particulièrement les parlementaires, qui me suivent à ce moment, je leur demande qu'ils prennent sans délai une loi portant la mise en œuvre, n'est-ce pas, de l'article 103 de la Constitution. Qu'on permette à nous, peuple, de nous prendre en charge, mais dans l'ordre et sous le contrôle de l'État. Et parce que je n'appuie pas l'anarchie, je n'appuie pas les rébellions, je n'appuie pas les désordres. Très grande complicité. La complicité des pays voisins, le Rwanda et l'Ouganda. On ne peut pas se mâcher les mots. Ils sont là. Et si l'Ouganda ne peut pas nous contredire. Si l'Ouganda veut nous contredire, bon, il y a beaucoup de témoignages de capturés, les captifs sur les champs de bataille, qui témoignent qu'ils sont formés à Bundubudjo. Bundubudjo, c'est une ville ougandaise. Est-ce que Museveni peut nous dire qu'il ne connaît pas tout ça? Notre armée ne parvient pas à mettre en déroute, totalement en déroute, l'ennemi pendant 7 ans, sur une petite étendue de 50 km seulement. 50 km carrés. C'est tout simplement parce qu'au sein de cette armée-là, il y a aussi des ennemis. Les ennemis de cet État. Je l'ai dit, même si beaucoup d'entre nous ont difficile à dire la vérité, mais je vous dis qu'il y a des ennemis au sein de cette armée-là. En fait, je dirais qu'il n'y a pas péril en demeure. C'est que les Congolais ne devraient pas désespérer totalement pour avoir été abandonnés et trahis par la communauté internationale qui prône le soi-disant droit universel de l'homme, hein? Abandonnés, trahis par les Nations Unies, qui prône le maintien de la paix dans le monde. Et comme si le monde se limitait seulement en Europe, hein? Quand on dit un petit monsieur là-bas, c'est le monde entier qui se mobilise, qui s'agite. Mais quand on égorge les gens, on découpe les têtes de manière inexplicable au Congo, ça ne préoccupe personne. Même si tout cela nous arrive, eh bien, la solution existe. Il y a encore de l'espoir. Chers internautes et youtubeurs de Léon Ndioleo, vous nous suivez partout dans le monde. Nous sommes en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, Léon Ndioleo Nord qui vous reçoit pour vous, Maître Joseph Koulé Tata. Nous allons parler toujours sur la situation sécuritaire à l'est de la RDC. Et je vous rappelle qu'hier, 15 civils ont été massacrés à Boulongo, c'est dans le secteur de Rwenzori, toujours par l'ennemi de la paix qui est ADF. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Présentez-vous à nos téléspectateurs. Je m'appelle Maître Joseph Tata. Je suis un doctorant en droit public, spécialiste en droit de l'environnement. Je suis expert de la question de dynamique de groupes armés dans notre contrée de la région de Grand Lac, l'est du Congo. Je suis écrivain et je suis aussi assistant dans les instituts supérieurs et universités. Essayez de nous faire le contexte historique donc de l'insécurité à l'est de la RDC. Ce qu'il faut d'abord retenir par rapport à l'insécurité à l'est du Congo, il faut savoir que nous nous retrouvons dans un pays en faillite. Un pays failli. Et on définit un État failli par 2 éléments. Or, nous avons la réunion de ces 2 éléments dans le cas, en l'espèce, donc le Congo. Le premier élément, c'est l'incapacité à assurer le contrôle effectif du territoire ou du cadre géographique sur lequel s'exerce le pouvoir étatique. Le deuxième élément,
qui justifie qu'un État est en faillite, c'est son incapacité à assurer les services de base, les services essentiels de base à sa population. La population sur laquelle il exerce l'autorité. C'est le cas au Congo. Donc l'État n'est pas en mesure d'assurer un contrôle effectif de tous les territoires. L'État semble plus présent dans les grandes agglomérations, les longs de routes nationales, mais il suffit d'entrer dans la profondeur, vous trouvez que l'État est largement absent. Il n'est pas en mesure d'assurer la sécurité, de sécuriser les citoyens qui sont là. Eh bien, vous savez, le contrat social, selon la théorie de John Locke, soutient que entre la population, le peuple et le prince, dont l'État, il y a une sorte de contrat. Et ce contrat-là aimerait que le peuple soit assujetti à certaines obligations citoyennes vis-à-vis du prince, dont l'État, et qu'à son tour, l'État s'occupe de la sécurité et du bien-être de ses peuples. Et donc, nous nous retrouvons presque dans un contexte où nous avons un État gendarme qui n'est là que pour exiger les impôts, les taxes et tout, mais qui ne fait presque rien de retour. Ça, c'est le constat et les sentiments du peuple de l'Est. Si bien que quand vous arrivez à Beni, partout là où il y a des massacres, et vous voyez le problème du fisc. Les gens viennent, ils ferment les boutiques, les petits ligablos, parce que les gens ne sont pas en mesure de payer les taxes. Mais l'État n'est pas en mesure de s'acquitter de son obligation vis-à-vis de ces peuples-là. Vous avez parlé de l'historique. Eh bien, l'historique de notre armée, parce que c'est l'armée qui est l'outil, n'est-ce pas, de la puissance publique pour la sécurisation du territoire et du peuple. Eh bien, vous savez bien que moi, que la mauvaise politique, la politique médiocre de la colonie belge était telle qu'il fallait maintenir les Congolais dans l'état, n'est-ce pas, de servitude. Et tous ceux qui étudiaient à l'époque coloniale n'avaient pas le droit d'accéder à la classe d'élite. Et il fallait que l'élite soit réservée aux Blancs. Dans toutes les entreprises, ce sont les Blancs qui devraient servir de cadres. Et le reste, on devrait servir d'agents d'appoint. Les agents d'appoint, ce sont les collaborateurs des cadres qui sont là seulement pour des tâches mécaniques, des gens qu'on peut envoyer faire ceci, faire cela. Mais les penseurs, le commandement devrait revenir essentiellement aux Blancs. Et c'était pareil aussi pour l'armée. Jusqu'à 1959, la formation militaire au Congo des cadres ne s'est limitée qu'au grade d'adjudant. Ne pouvait accéder au grade de lieutenant et consort que les Blancs. Et au départ de Belges, eh bien, l'armée s'est retrouvée une armée constituée uniquement de troupes sans commandement. Ceux qui sont restés assurer les commandements, c'était des opportunistes, parce que, faute de mieux, il fallait quand même que quelqu'un soit là pour commander. Et c'est comme ça que beaucoup de gens se sont imposés, sans beaucoup de qualité, sans beaucoup de compétences, et pour ce faire. Cela ne signifie pas que notre armée était faible. Notre armée a fait des prouesses. Normalement, le Congo, la République démocratique du Congo, est vraiment victime d'injustice sur le plan international. Et parce que sans le Congo, il n'y aurait pas victoire ni à la Première Guerre mondiale, ni à la Seconde Guerre mondiale. La victoire des Alliés, c'est avec l'uranium
du Katanga, n'est-ce pas? Et l'uranium qu'on avait extrait sans notre consentement, et on l'a acheté auprès de personne. La Belgique a pris notre uranium, il l'a cédé aux États-Unis, son allié, et cet uranium-là a permis à ce que leur adversaire, leur ennemi, dont l'Allemagne soutenue par le Japon, parce que le Japon était un allié de grande taille pour l'Allemagne. Il fallait que cet allié-là soit fragilisé, neutralisé complètement, pour que l'Allemagne se dise alors il n'y a plus rien. Et parce que l'Allemagne comptait beaucoup sur le Japon. Or, c'est avec notre uranium qu'on a neutralisé le Japon. Par ailleurs, le Premier ministre belge, lorsque leur roi venait de capituler, ils étaient sous l'emprise de l'occupation étrangère. Si bien que le gouvernement a fui, le gouvernement belge. Ils avaient fui la Belgique, ils sont allés à l'extérieur de la Belgique. Le roi lui-même a dit non, non, au lieu de massacrer mon peuple, j'accepte, je deviens votre esclave, je reste chez moi, dans ma maison, venez faire tout ce que vous voulez, faites la loi dans le pays. Donc c'était vraiment une catastrophe. Alors qu'est-ce qu'il fallait faire? Le Premier ministre a recouru aux troupes congolaises, de la force publique. Ils ont pris ces troupes parce qu'ils n'avaient plus la possibilité de combattre. Ils étaient dans la même situation presque que le Congo aujourd'hui. L'armée était fragilisée, totalement fragilisée. Ils ont dit, bon, nos ennemis, dont l'Allemagne, n'est pas seulement en Europe. Mais l'Allemagne était sur plusieurs fronts, notamment en Afrique aussi. Donc partout là où ils pouvaient se rencontrer, n'est-ce pas, sur un territoire donné, et ils s'affrontaient. Et c'est comme ça qu'ils ont utilisé les forces congolaises pour combattre les Allemands, notamment au niveau du Rwanda ici. Hein? Entre Bukavu et Rwanda, la guerre a commencé là-bas. On a mis en déroute les forces allemandes. Vous savez que le Rwanda et le Burundi étaient des colonies de l'Allemagne. Alors lorsqu'ils se sont retrouvés en défaite, on les a poursuivis, on ne les a pas laissés là-bas. C'est comme ça qu'on parle des victoires de Sayo, les victoires de Gambela. On est allé jusqu'au Tchad là-bas, hein, en train de poursuivre les troupes allemandes et pro-allemandes et jusqu'à les défaire. Et pour vous dire que notre armée était quand même puissante, mais lorsqu'on l'a laissé sans tête, sans commandement capable, sans commandement compétent, eh bien cette armée-là ne pouvait pas faire grand-chose. Et pour aller très vite, Mobutu prend le pouvoir. Et lorsque Mobutu prend le pouvoir, il est aux commandes. En fait, Mobutu qui était déjà aux commandes de l'armée, il prend le pouvoir au Congo. Mobutu n'a pas pu, n'est-ce pas, perpétuer cette puissance-là, qui était presque la plus grande puissance militaire à l'époque, en Afrique ici, dans notre région. Il fallait la perpétuer. Il fallait la consolider davantage. Mais Mobutu, comme lui-même avait joué un mauvais coup, un mauvais tour à Kasavubu et à Lumumba, il s'était dit non, si je fais ça, alors demain ça sera mon tour. La même armée ici que je commande risque de me tourner le canot et moi je serai victime d'un coup d'État. Donc il a entretenu une politique de fragilisation de l'armée en vue de demeurer longtemps au pouvoir. Qu'est-ce que Mobutu lui-même n'a pas su entretenir l'armée, comme je le disais. Et à son départ, chassé par l'AFDEL, eh bien, M. Laurent Désiré Kabila commettra une grande erreur. C'est une erreur historique que ses disciples ne veulent jamais évoquer. Ils préfèrent seulement magnifier la mémoire de ces fils du pays. Mais il faut aussi parler de ces failles. Il va se permettre de nous amener l'armée rwandaise, dont on n'avait même pas besoin. Donc c'est à l'époque de Laurent Désiré. Tout à fait. L'armée rwandaise. L'armée rwandaise est entrée, à l'époque de Mobutu, l'armée rwandaise ne contrôlait pas le Congo. On était épargné de toutes ces affres-là. Et parce que Mobutu s'arrangeait,
malgré son armée pas tout à fait solide, mais Mobutu s'arrangeait pour que personne, aucun autre pays ne vienne empiéter sur la souveraineté, la sécurité des Congolais. Alors, Monsieur Laurent Désiré Kabila va nous amener un général rwandais, comme si au Congo il n'y avait pas de militaires, pour devenir le chef d'état-major général de l'armée congolaise. Et tout commence par là. C'est à partir de ce moment-là qu'on a été infiltré jusqu'à la moelle épinière. Ces gens sont entrés au Congo, mais en entrant au Congo, ils ont tout fait pour pénétrer notre armée. Et jusqu'aujourd'hui, on continue à infiltrer notre armée par les Rwandais. Lui, il va rentrer, disons, lorsque Mouzé Kabila va demander à ses alliés rwandais de retourner chez eux, le chef d'état-major général va partir. Certains officiers aussi sont partis, mais pas tous. Et parce que le RCD, la rébellion qui a commencé à combattre Laurent Désiré Kabila pour avoir demandé aux Rwandais de rentrer chez eux, eh bien, le RCD était constitué essentiellement de rwandophones, mais parmi ces rwandophones-là, il y avait des vrais Rwandais. Les gens qui ont été formés, en fait, qui sont des Rwandais des souches, qui ont été formés, préparés par le Rwanda. Ils vont quitter, ils vont faire la mutation de l'armée rwandaise pour l'armée congolaise, disons pour la rébellion. Lorsqu'il y a des négociations en Afrique du Sud, à Sun City, eh bien, ces Rwandais-là deviennent des généraux et des colonels dans notre armée. Et comme si cela ne suffisait pas, jusqu'au moment où je vous parle, nous avons des informations bien fournies. Jusqu'aujourd'hui, il y a des jeunes qui quittent le Rwanda, formés, bien formés au Rwanda, appartenant à l'armée rwandaise, mais qui viennent comme s'ils venaient se faire recruter au Congo. Et comment ça? Et ils passent par des centres, il y a des centres de brassage, des centres de mixage. Même aujourd'hui, quand vous avez un petit commandant pro-rwandais quelque part, eh bien, il fait entrer des éléments. Et comme notre armée presque faillit, notre État, il y a l'incontrôle sur beaucoup de plans. Et ces gens-là continuent à pénétrer notre armée. Oui, Maître Joseph, quelle est ton analyse face à l'intervention de l'État pour faire face à la guerre à Beni? Très bien. Jusque-là, j'étais en train de parler de l'historique de l'armée pour essayer de vous amener à comprendre pourquoi notre armée est faible. Notre armée ne parvient pas à mettre en déroute, totalement en déroute, l'ennemi pendant 7 ans, sur une petite étendue de 50 km seulement, 50 km carrés. C'est tout simplement parce qu'au sein de cette armée-là, il y a aussi des ennemis. Les ennemis de cet État. Je l'ai dit, même si beaucoup d'entre nous ont difficile à dire la vérité, mais je vous dis qu'il y a des ennemis au sein de cette armée-là. Pour preuve, vous allez constater que les défections qui se multiplient, ce sont les défections des officiers rwandophones, qui se disent congolais rwandophones, mais qui quittent l'armée toujours avec les éléments, les soldats, les armes, les munitions, et qui rejoignent toujours le camp de l'ennemi. Ce n'est pas le premier cas. Et donc c'est pour dire qu'il y a beaucoup de gens là-bas qui sont dans notre armée, mais des cœurs, ils demeurent ensemble avec l'ennemi, parce que le Rwanda, même si on essaie de maquiller le Rwanda, on le magnifie, on fait le semblant de la diplomatie, amélioration des relations diplomatiques, en réalité, le Rwanda n'écoute pas ce langage de faible. Pendant que nous faisons un effort pour être en bonne relation avec le Rwanda lui fait des calculs à nous mettre en péril. Et vous allez constater que il y a beaucoup d'officiers dans notre armée qui ont leur cœur au Rwanda. Et ce sont ceux-là qu'on utilise sur le front. Comment voulez-vous que quelqu'un soit juge et parti en même temps? Lui-même est un intrus. Il souhaite que le pays soit balkanisé. Il souhaite que les gens soient massacrés, les populations soient massacrées. Il souhaite que ses frères soient implantés dans les territoires conquis à la solde de l'ennemi. Et vous le mettez au front pour qu'il combatte. Il va combattre qui?
Parce qu'il est de mèche, il est d'esprit avec l'ennemi qui nous combat. Ça, c'est le premier problème qui fait que l'armée soit fragilisée. Qu'on se le dise. Les militaires ont l'obligation de réserve. Parfois, ils ont difficile à dire d'autres choses. Mais la société civile et beaucoup d'auteurs ont écrit là-dessus. Et il y a toute une légion de preuves qui existent. La deuxième cause, c'est quoi? De la fragilité de notre armée. C'est qu'il y a beaucoup d'officiers qui ont pris la guerre à Béni comme étant un business. Ils s'enrichissent à l'occasion de cette guerre. Même s'ils sont congolais, ils ne peuvent pas vouloir, ils ne peuvent pas souhaiter que la guerre prenne fin. Alors, des gens comme ça, ils ne permettront pas que l'armée soit efficace sur terrain. Et donc nous avons une armée à reconstruire. Permettez, avec tout le respect que j'ai pour nos vaillants combattants, parce qu'ils ont ceux qui sont là, et qui sont vraiment pour la patrie, qui combattent pour la République, des vrais patriotes, des vrais nationalistes, ils sont aussi dans l'armée. Mais ce n'est pas tous. La plupart d'entre eux, malheureusement, sont contre les intérêts de la République. Et quand ils sont là, ils font le commerce du cacao, ils font le commerce des armes, ils font n'importe quoi. Il y a beaucoup de rapports là-dessus. D'ailleurs, je viens de lire quelque part, il y a récemment ici, on a attrapé à Béni des officiers militaires Même hier, on en a attrapé. Voilà. Ouais. Qui trafiquent les armes. Et ils vendent les armes à qui? Ils les fournissent aux ennemis. Il y a ceux qui font en complicité avec l'ennemi, donc avec les soi-disant, les présumés ZDF. Ouais. Ils font le commerce, ils font l'exploitation des minéraux. Ces militaires-là ne voudront pas que la guerre finisse. Et pour dire que nous n'avons pas une armée, jusque-là, qui peut, à elle seule, mettre définitivement et de manière durable fin au problème de Béni. Oui, Maître Joseph, je rappelle que vous êtes chercheur dans les questions des groupes armés. Quelles sont les pistes de solutions que vous envisagez pour faire face à l'insécurité comme il y a 7 ans? Nos parents, nos mamans sont toujours massacrés, maître. Très bien, merci pour la question. En fait, je dirais qu'il n'y a pas péril en demeure. C'est que les Congolais ne devraient pas désespérer totalement pour avoir été abandonnés et trahis par la communauté internationale qui prône le soi-disant droit universel de l'homme, hein? Abandonnés, trahis par les Nations Unies, qui prône le maintien de la paix dans le monde. Et comme si le monde se limitait seulement en Europe, hein? Quand un petit monsieur là-bas, c'est le monde entier qui se mobilise, qui s'agite. Mais quand on égorge les gens, on découpe les têtes de manière inexplicable au Congo, ça ne préoccupe personne. Même si tout cela nous arrive, eh bien, la solution existe. Il y a encore de l'espoir. C'est-à-dire, si vous suivez l'histoire du monde, beaucoup de pays se sont retrouvés dans la situation du Congo. C'est comme la Chine. Hein, dans les années 20 et tout, 1920, la Chine était sous une dynastie, était dirigée par un empereur qui s'est retrouvé à un moment donné dans l'incapacité d'assurer les contrôles, la sécurité de tout son territoire. Mais la Chine aujourd'hui se trouve où? La Chine est devenue une puissance. Et personne ne peut se jouer de la Chine aujourd'hui. Et beaucoup d'autres États comme ça. Donc il y a encore l'espoir et la possibilité que le Congo se relève. Comment cela, maître? Je m'avais m'expliqué comment est-ce que le Congo peut retrouver sa force et sa place. En fait, comme nous avons un État qui a failli, nous avons une armée qui se trouve en difficulté, n'est-ce pas, d'assurer une parfaite sécurité et protection, une parfaite défense, n'est-ce pas, du territoire national. L'unique solution réside aujourd'hui, n'est-ce pas, dans l'exploitation de l'article
63 de la Constitution. Notre Constitution de 2006, telle que modifiée en 2011. L'article 103 dispose que tout citoyen congolais a le devoir et le droit sacré de défendre son pays en cas de menace extérieure. Donc notre pays est menacé de l'extérieur. Ce sont les puissances prédatrices qui viennent chercher à balkaniser notre pays, piller nos richesses, exterminer la population par des massacres. Eh bien, la Constitution a déjà prévu une solution. C'est-à-dire, le temps que notre armée se réorganise, fasse la toilette interne, et parce qu'il faut qu'on fasse la toilette au sein de notre armée. La toilette doit être faite au sein de l'armée. Le temps que notre armée soit assainie. Le temps que notre pays reprenne les arènes, ses attributs, des contrôles sur tout le territoire. Nous devons recourir, non pas à l'étranger, espérer que la CIRGL, les Nations Unies et les autres viendront nous sauver de ce pétrin. Non. La solution se trouve ici au Congo. Pour que la population, pour que les citoyens défendent leur pays, ils ne peuvent pas y aller main bredouille. Devant l'ennemi surarmé, et vous allez envoyer les civils comme ça, non. C'est que la Constitution sous-attend la formation, la préparation des civils et leur équipement en armes et munitions. Eh bien, ce que je demande à toutes les autorités qui me suivent, maintenant, à la société civile de toute la République, eh bien, nous devons nous approprier cette possibilité. C'est une approche qui est nôtre. Nous allons nous l'approprier comment? Nous devons exiger qu'on nous laisse ou qu'on nous mobilise, qu'on nous organise, qu'on nous permette de subir une courte formation d'environ 3 mois seulement. Les Kadogo pouvaient les former pendant 45 jours. Et ils vont en guerre. Ils sont arrivés jusqu'à Kinshasa. En 3 mois, toutes les couches sociales, les enseignants, les magistrats, les infirmiers, les journalistes, les transporteurs, les taximens, toutes les couches, les commerçants. On se réveille le matin, à 6 h du matin. On choisit par commune un terrain où les gens peuvent faire une petite formation. Paramilitaire, je dis bien, pas militaire. Paramilitaire. On vous apprend, on renforce la dose du patriotisme en vous. On vous apprend votre pays c'est quoi. Pourquoi il faut aimer votre pays. La République c'est quoi. On vous apprend toutes ces notions-là. Le civisme envers sa patrie. On vous apprend à manier l'arme. On vous apprend quelques techniques ou tactiques militaires. Eh bien, en ayant 3 mois, si vous y allez à 6 h du matin, vers 8 h, vous arrêtez, vous prenez un petit bain, vous allez au travail. Personne ne va vous payer. L'État ne va rien dépenser. L'État va seulement nous fournir des instructeurs. Je vous dis, en 3 mois, nous aurons dans la couche des transporteurs, par ville. Cela ne va pas se faire seulement pour Butembo ou Beni. Non. Aujourd'hui, c'est Beni qui est menacé. Demain, ça peut être Kasaï. L'autre jour, ça peut être Kindu. L'autre jour, ça peut être Lubumbashi et ailleurs. Et donc, cette formation-là doit se faire sur toute l'étendue de la République. Tous les citoyens, sans exception, doivent subir cette formation-là. Les citoyens qui sont actifs, qui ne sont pas malades, et nous devons exclure aussi les vieillards. Mais toute la population, la partie de la population qui est encore active devrait subir cette formation-là. Après 3 mois. Je vous dis, sur le plan psychologique, parce que la guerre n'est pas seulement tactique, hein. La guerre est aussi psychologique. Dès que l'ennemi apprendra que tous les Congolais se fait former, l'ennemi va fuir de lui-même, sans qu'on combatte même. Quelle est la mission et le rôle
de la population des gens formés. Lorsque nous ne serons pas là pour remplacer l'armée, je n'ai pas dit ça. Notre armée doit rester là. On va l'assainir, on va la nettoyer, on va la consolider. Tout en la maintenant là-bas. Alors, lorsque l'armée sera un peu dépassée, avec beaucoup de complicité là-dedans, des trahisons et consorts, eh bien, la population environnante, la population du lieu attaqué par l'ennemi, pourra voler aux rescousses de l'armée, pourra appuyer l'armée. Parce que vous n'allez pas corrompre l'armée. Hein. Vous pouvez corrompre un petit commandant quelque part, commandant des troupes, mais vous n'allez pas corrompre la population. Et la population est toujours plus grande. À Butembo, nous pouvons fournir facilement 100 000 combattants. Facilement. Les commerçants savent, leur commandant c'est tel. Les transporteurs connaissent leurs commandants et consorts. Et quand vous y allez, on sait que chez les commerçants, on a eu 500 personnes. Leur représentant c'est tel. Quand on donne des armes à 500 commerçants, combattants, on va demander le compte à celui qui les commande, leur commandant, qui est aussi commerçant. Et lui doit avoir subi aussi la formation. Et il doit être doté de la discipline. Il saura comment garder ces armes-là et obtempérer à tous les ordres ou commandements. Il suffit de mettre l'intelligence sur la table et tout est possible. Une petite organisation peut rendre cela possible. Nous avons par exemple 100 000 volontaires. Ce sont des gens que je préfère appeler des réservistes volontaires, qui ne sont pas à confondre avec les enrôlés dans l'armée. Parce que la plupart de nos autorités ici se permettent de dire celui qui veut aller combattre à Beni, il faut qu'il s'enrôle d'abord dans l'armée. La Constitution ne dit pas ça. Même si le deuxième alinéa de l'article 103 dit l'armée peut procéder au recrutement forcé en cas de guerre. C'est le verbe pouvoir. La Constitution ne dit pas l'armée doit. Donc on ne doit pas obliger aux gens, pour combattre ou pour défendre sa patrie, en vertu de l'article 63, de s'enrôler d'abord dans l'armée. Non. Non. Sinon, si tout le monde voulait combattre alors, pour le pays, toute la population, c'est que tous les citoyens congolais vont devenir des militaires, il n'y aura plus de médecins, il n'y aura plus de journalistes, il n'y aura plus d'enseignants, il n'y aura plus d'avocats. Nous allons tous devenir de militaires, non. La Constitution dit tout citoyen peut défendre. Et les législateurs, ou plutôt les constituants, il était conscient que dans la société, n'est-ce pas, parmi les citoyens, il y a des militaires, parmi les citoyens, il y a les gens qui font d'autres professions. Et quand il fait allusion aux citoyens, c'est pour dire que tous les autres, ils peuvent défendre leur pays tout en conservant leur statut de civils. Et c'est pourquoi je préfère parler des paramilitaires. Et donc, nous pouvons défendre notre pays, nous civils, tout en demeurant des civils, mais paramilitaires. Lorsque l'armée a besoin de nous, nous pouvons intervenir. Je prenais l'exemple, par exemple, de Butembo. On peut facilement fournir 100 000 personnes en 3 mois. 3 mois seulement. Les 100 000 personnes ne vont pas aller directement au front, par exemple. Ils restent à Butembo. Dès qu'il y a une sorte d'attaque à Butembo, on leur distribue les armes selon les unités. On dit par exemple les motards, les transporteurs. Vous êtes à combien? Nous sommes autant. 500 motards par exemple, transporteurs. Et les 500 transporteurs, on va les subdiviser aux sous-commandants. Vous avez par exemple 5 commandants. Et donc chaque commandant va commander 100 personnes. Quand on lui confie 100 armes, il connaît l'identité de chacun, l'adresse de chacun, il sait comment récupérer cette arme-là, il sait comment rendre compte aux autorités. Et moi je crois que c'est la meilleure façon actuellement d'aider à mettre fin, n'est-ce pas, aux hostilités à Beni. Mais l'espoir dont on nourrit la population, toujours et toujours, que l'armée va finir par débouter l'ennemi. Et au même moment, les massacres s'amplifient. On découpe les têtes des gens, on vendre les femmes enceintes. On pile les petits enfants dans les mortiers. En fait, c'est la méthode rwandaise. Hein?
ça ne nous étonne pas parce que au moins les empreintes rwandaises, moi je ne les cache pas. Et même si nombreux ne veulent pas les dire tout haut, eh bien, je m'assume et j'ai toute une pile de preuves que je peux toujours exhiber. L'empreinte rwandaise est là. L'empreinte, n'est-ce pas, ougandaise est aussi présente sur terrain, là où se font les massacres là. Donc c'est le génocide en fait. Alors, c'est du génocide. Et puis, vous allez vous poser la question de savoir, c'est toutes ces populations-là qui viennent de nulle part, qu'on prétend être des immigrés qui quittent Massissi, certaines agglomérations au Congo, pour Bunia. C'est un prétexte. Mais la plupart d'entre eux ne connaissent même pas la géographie du pays. Ce sont des réfugiés rwandais qui étaient dans d'autres pays, tels que la Tanzanie. Quand on les chasse, on a trouvé beau les amener chez nous. Les populations sont en train de fuir à Beni. Les populations sont en train de fuir à Ituri. Allez seulement comptabiliser parmi ces populations-là, là où les massacres se font. Vérifiez, il y a combien de ces immigrés-là qui ont fui vers Bunia, qui se retrouveraient parmi les gens qui fuient les combats. Il n'y en a pas. Donc, on tue les autres et ils sont à l'aise. On extermine les autres populations, ils sont là, ils n'ont pas de problème. Et lorsque les gens fuient les massacres, la terreur, eux, on ne les voit pas. Bon, finalement, c'est que eux, ce sont des invincibles, on ne peut pas, ce sont des immortels, ils n'ont pas peur de la mort. Ah donc, dans ces histoires, oui, je voulais chuter en disant que il y a une très grande complicité. La complicité des pays voisins, le Rwanda et l'Ouganda. On ne peut pas se mâcher les mots. Ils sont là. Et si l'Ouganda ne peut pas nous contredire. Si l'Ouganda veut nous contredire, bon, il y a beaucoup de témoignages de capturer les captifs sur les champs de bataille qui témoignent qu'ils sont formés à Bundubudjo. Bundubudjo, c'est une ville ougandaise. Est-ce que Museveni peut nous dire qu'il ne connaît pas tout ça? Notre café, l'or et le cacao, qui traversent en grande quantité, hein, voire même en quantité industrielle, tous les jours vers l'Ouganda. L'Ouganda ne connaît rien de tout ça. Ça passe par le ciel, par sous le sol, ou c'est par les frontières. Et donc vous comprenez que c'est entretenu de quelque part. Et pour mettre fin à tout ça, comme nos autorités sont dépassées, et moi je leur demande, particulièrement les parlementaires, qui me suivent à ce moment, je leur demande qu'ils prennent sans délai une loi portant la mise en œuvre, n'est-ce pas, de l'article 103 de la Constitution. Qu'on permette à nous, peuple, de nous prendre en charge, mais dans l'ordre et sous le contrôle de l'État. Et parce que je n'appuie pas l'anarchie, je n'appuie pas les rébellions, je n'appuie pas les désordres. Et si nous le faisons, nous n'allons pas inventer la roue. Si vous lisez la constitution chinoise, lisez la constitution iranienne. On dit non, dans la constitution iranienne, on dit tout citoyen de ces pays-là, lorsque le pays est attaqué, tout citoyen a le droit d'accéder aux armes. Et ils sont plus explicites. Il doit être doté d'armes par les autorités militaires de la place pour combattre pour leur pays. Et donc, voilà ce que je peux donner comme piste de solution. Et je crois que si aussi longtemps qu'on tardera à mettre en œuvre cette approche, eh bien nous allons continuer à mourir en cascade. Et il est de l'obligation de la société civile, partout là où il me suit, au Kasaï, à Kinshasa, au Bas-Congo, en Équateur et partout, d'exercer la pression sur les autorités, les institutions publiques, notamment le président de la République, le Parlement de notre pays, pour qu'ils agissent et qu'ils laissent la population. Ben, la population est prête à sécuriser son pays. Le temps que notre État se consolide, nous souhaitons, nous avons soif de voir notre État redevenir fort, notre armée redevenir forte et être en mesure de dissuader. Parce qu'une armée non dissuasive, ne vous en faites pas. Quand vous avez dans une étape faible une armée non dissuasive, tous les aventuriers vont accourir vers chez vous. Parce qu'ils savent que bon, chez vous, tout peut se faire. Mais lorsque vous avez une armée forte, personne ne peut oser mettre ce petit doigt, lever ce petit doigt vers vous, de peur que les conséquences ne soient néfastes, non seulement pour lui-même,
Mais aussi, on peut avoir des conséquences collatérales pour ceux qui seront à côté. Ils risquent de subir les affres de cette guerre-là. Alors, la solution idoine, la solution la plus efficace, et c'est une solution dont on ne peut pas se dépasser. Nous n'avons pas le choix. Il n'y a pas de solution. Détrompons-nous. Il n'y a pas de solution. Une armée infiltrée, une armée où il y a des complices, même si les commandants des opérations, les commandants secteurs, peuvent être de bonne foi, mais il ne fera pas grand-chose. Parce qu'il est en train de commander, certaines personnes qu'il commande là sont des ennemis. Et donc la solution se retrouve plutôt dans les camps de la population, du peuple que nous sommes. Oui, merci Maître Joseph Tata. Merci pour les idées et les pistes de solutions que nous devons mettre en place pour mettre fin à l'insécurité à l'est de la RDC. Chers internautes, merci de nous avoir suivis. Nous sommes pratiquement à la fin de notre chère émission. Nous avons réussi Joseph Tata à Koulé. Merci.